Reconnaissance faciale, drones, profilage, data center. Depuis des années, États et entreprises privées multiplient les moyens de contrôle et de surveillance. Par le biais d'innombrables technologies intégrées à notre quotidien, ils espionnent et surveillent à notre insu des millions d'entre nous. Mais dans quel état est notre vie privée quand la moindre de nos actions est collectée à des fins sécuritaires ou commerciales? Pour tenter d'avoir des réponses, nous nous sommes rendus aux rencontres des lanceurs d'alerte à Paris avec une première question très simple. Pourquoi sommes-nous surveillés? Arieh Halimi est avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme. Selon lui, même si l'état d'urgence marque une régression des libertés, ces dispositifs de contrôle et de surveillance ne datent pas d'hier. L'État a pour objectif de surveiller et de connaître chaque individu pour réduire le risque humain, en fait. Et donc de contrôler la population de ce fait. Il faut bien comprendre que c'est l'objectif de l'État de gouverner et donc c'est la technique qu'il utilise. Il aurait pu utiliser une autre technique, il a choisi la surveillance généralisée. Il aurait pu choisir le risque, il a préféré ne pas avoir de risque. Et donc, concrètement, c'est la raison pour laquelle il est en antagonisme naturellement. Le pouvoir est en antagonisme naturel avec les libertés publiques, parce que les libertés publiques, notamment le droit à l'intimité de la vie privée, notamment la liberté d'aller et venir, et toutes les autres libertés fondamentales, ce sont des libertés qui s'opposent à cet impératif de surveillance de l'État. Mais si ces technologies qui envahissent notre quotidien mettent en danger nos libertés, pourquoi les acceptons-nous? Nous avons posé la question à Asma Mala, maître de conférence en data économie et spécialiste de la technosurveillance. À la fois, on va avoir une accoutumance, une banalisation de la population, parce qu'en fait tous les usages qu'on voit apparaître dans le champ sécuritaire, en fait ils étaient déjà apparus, ils apparaissent d'abord dans le champ du marketing, du commercial, etc. On voit très bien avec la reconnaissance faciale, ça a commencé par vous allez déverrouiller votre smartphone, Facebook va reconnaître automatiquement vos amis, ça va être un gain d'usage. Et donc comme on a un delta d'usage et d'expérience qui est tellement positif qu'en fait on s'accoutume, on s'habitue, et puis tout d'un coup quand il arrive progressivement comme ça, c'est le fameux effet cliquet, dans le champ politique et dans le champ de la surveillance, là finalement on a déjà neutralisé tout ce qui peut être critique en fait par rapport à ces technologies-là. Autrement dit, derrière ces technologies qui s'imposent, c'est bien plus que notre vie privée qui serait en danger. Mais ce qui compte dans la question de la privacy, il faut le comprendre, c'est pas tant la question de la vie privée que, en fait, si on sait vous profiler, si on sait vous scorer, si on sait vous cibler, on sait donc vous manipuler, parce que la publicité comportementale devient de plus en plus, ou les algorithmes de façon générale, deviennent de plus en plus prédictifs. Et là, ce qui est mis en danger, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est la capacité d'autodétermination. En fait, c'est la question du libre arbitre qui est sous-jacente. Et c'est plus ça qui est intéressant que de se dire juste oui, ma vie privée. Selon Olivier Tesquet, journaliste à Télérama et spécialiste de la surveillance, pour défendre notre vie privée, il faut l'envisager comme un problème collectif et non comme une question individuelle. Je crois qu'il y a une vraie urgence à considérer la vie privée comme un problème collectif, ou en tout cas un problème qu'on devrait tous s'attacher à protéger ensemble. Et dans ces conditions-là, je pense qu'il faut sortir de cette espèce de bulle dans laquelle on est, où on est dans notre vie quotidienne à régler ces petits paramètres uniquement à notre propre bénéfice pour envisager la technologie, la technique et ses impacts et ses conséquences sur l'ensemble de la population. Il est très important le rôle de la puissance publique là-dedans, et qui a été complètement abandonné quelque part. C'est le fait de garantir un état de droit effectif, et quand je dis un état de droit effectif, c'est-à-dire une société dans laquelle on sait comment les décisions sont prises et pourquoi elles sont prises.